Comme je l'ai déjà dit, mesdames et messieurs, Info 7 est ouvert au président des ligues de jeunes de parti parce que nous voulons bien avoir le son de cloche de la jeunesse qui est l'avenir. Aujourd'hui, j'ai donc le réel plaisir de recevoir le coordonnateur de la jeunesse du Palou et communicateur de ce même parti, Maître Célestin Ngoma. Avec lui, nous allons décortiquer l'actualité ou les temps forts de la semaine. Très heureuse de vous recevoir, Maître Célestin Ngoma. Merci beaucoup, Madame Kimonto. Très heureuse. Célestin Ngoma, coordonnateur, Maître Célestin Ngoma, coordonnateur de la jeunesse du Palou. Comment se porte le Palou et comment se porte le patriarche? Merci beaucoup. Je préfère commencer par le patriarche. Par respect. Parce que c'est à lui que revient tous les honneurs possibles. C'est lui qui fait vivre le Palou et sa santé est celle du Palou. Le patriarche se porte à merveille. Il va très bien. Il était avec nous il y a une semaine passée au baptême du livre de professeur Onésime Koukatoula. Il a été présent et les Congolais l'ont vu. Tout le public qui est venu répondre à cette invitation pour ce baptême l'a vu et l'a applaudi. Il était content de voir ce grand monsieur de la République démocratique du Congo. Le Palou lui-même se porte à merveille aussi comme son propre secrétaire général. Et nous disons merci à Dieu parce que jusque-là, il nous a maintenus et que nous sommes le seul parti discipliné. Et puis, voilà, Maître Célestin Ngoma, c'est vrai, vous avez dit le patriarche se porte bien. Est-ce que le patriarche se confond au Palou aujourd'hui? S'il n'est plus là, est-ce que le Palou aussi va disparaître avec lui? C'est ça la grande question avec les partis, les mouvements, les partis africains aujourd'hui. C'est le grand parti avec les leaders charismatiques. Ah, il n'est pas charismatique non, c'est le grand problème avec les leaders charismatiques parce qu'ils personnifient leurs propres organisations, leurs propres structures. Il n'y a pas que les patriarches. C'est comme ça au monde un peu partout. Tous les leaders charismatiques amènent avec eux leurs organisations ou les structures qu'ils dirigent. C'est pas bon, maître. Oui, c'est une chose à bannir quand même. C'est peut-être naturel. C'est peut-être naturel. Nous ne savons pas, la Bible n'a pas assez raconté sur l'Église après la mort de Jésus-Christ. On ne sait pas si Pierre avait été contesté ou pas. Mais c'est ça le problème. Mais pour les Palous, je vous dis que ce problème, on ne peut même pas l'évoquer parce que le Palou déjà, il a un autre système. Le système du Palou, c'est que ce n'est pas le patriarche qui gère les partis au quotidien. Il y a un secrétaire permanent qui est là, qui gère les partis au quotidien, qui répond à toutes les questions. Ce n'est plus le patriarche. Le patriarche, il donne des orientations. Il est là, bien présent, secrétaire général. Mais les militants ne le voient pas au jour le jour. Donc, nous pouvons bien exister quand Dieu nous les récupérera. Mais cette question n'est pas à l'ordre du jour. Hein. À l'ordre du jour, parce que le patriarche est bien vivant, plus fort que jamais. Que jamais. Nous prenons le premier dossier, mesdames et messieurs. Cela a trait à l'évasion. Vous le savez, cela a été comme une onde de choc à Kinshasa. Le nombre exact, le chiffre exact n'est pas très bien connu. La version officielle, vous l'avez suivi par la bouche du ministre de la Justice. Pour lui, c'est une cinquantaine d'évadés, mais selon d'autres sources, plus de 4000 évadés de la prison centrale de Makala. Donc, nous allons, dans ce premier condensé, comme j'ai un avocat avec moi, essayer d'en savoir un peu plus par rapport à ça. Donc, Racis nous propose ce premier condensé, mesdames et messieurs. Ces images ont été prises dans des conditions difficiles. Ici, on a la fumée qui monte depuis la prison centrale de Makala. Dans les abords du CPRK, les habitants sont stupéfaits. Qu'il y ait des attroupements dans les avenues et les commentaires vont dans tous les sens. L'on ne sait pas réellement ce qui s'est passé. C'est vraiment regrettable et Toezoé battait précisément c'est quoi au juste. Et comment la population va vivre Kotoyo. Quelques coups de balles sont entendus. Les Kinois pensent directement à leur sécurité. Et là, la carte centre en tout cas vraiment d'abord le personne n'a avancé un bilan. Mais des témoins disent avoir vu des traces de sang dans leurs avenues.
En tout cas, mais kotala ba sandi onga na moni ke batu ba kufi na moni bangote. Mais na moni makila en plus na moni ba camion ndenge ziki. Siko kimia na biso eza wapi. Depuis 2 heures na zoka makele libanda. Ba brûle libanda. Maintenant toko comme à 3 heures na ndo ka ba coup de balle. Ba coup de balle on azo kawana. Dès que bimi to moni batu bazo ki juste ba prisonnier. Bazo ki ma mamsuna ba balle bazo ba balle na ba pandi bazo simba simba makolo tout. Comment les prisonniers se sont-ils évadés? C'est la question casse-tête des Kino. Comment ça fait que tu vas à la prison? Bagarde, va surveiller la prison, bazana, va se retrouver le banda ndengenini. Quand on a besoin de babimi ndengenini, ou soit bango, babimisi bango, bango moko bagarde, on va surveiller la bango, ou bien batouana, tout le monde va comme immortel, bazo pour matalikolo, bazo pour makoma. Tamir la prison ndengezali. Pas de sécurité avec la présence des prisonniers au sein de la population quinoise. Les habitants de la capitale demandent aux autorités de prévenir les dégâts collatéraux. Vous savez, ça ne sert plus à rien de mentir. Le monde est devenu un village planétaire. Ce qui se passe à Selembao est connu à Moscou, est connu en Thaïlande. Quand la vérité est là, il faut le dire. Ça permet d'améliorer même nos services pénitentiaires ainsi que nos policiers et nos militaires. Le ministre d'État, Tambo Momba, a commencé par dire qu'il ne pouvait rien dire par rapport à l'enquête. Mais l'enquête n'a pas commencé aujourd'hui. L'enquête a commencé avec Gédéon Kyongo, qui s'est échappé de prison et qui a été reçu comme un héros au PPRD, au Katana jusqu'à ce jour. Personne ne peut accepter que les policiers, les agents et fonctionnaires de l'État meurent à leur poste de travail. Mais nous nous posons des questions. Ces prisonniers qui ne mangent pas, que le gouvernement ne leur donne pas à manger, ne leur soigne pas, combien de morts il y a dans nos prisons? Il faut attendre que le colonel Alamba meure pour que les gens sachent. Et le petit peuple que nous défendons. C'est pour cela qu'il était grand temps que le ministre sache que sous son autorité, les prisonniers doivent manger, les prisonniers doivent aussi apprendre un métier, la réinsertion. À Makala, ils étaient combien? Avez-vous vu déjà? Maître Célestin Ngoma, on nous dira que ça ne se passe pas qu'en République démocratique du Congo, les évasions, c'est partout dans le monde. Mais la question qu'on se pose ici, on sait que la prison de Makala est la prison hautement sécurisée ici à Kinshasa. C'est une prison, en tout cas au milieu presque de la ville aujourd'hui, presque dans la commune, entre la commune de Bandalungwa et la commune de Selembao. Comment, la question comme l'a posée Ambroise Mamba, comment les prisonniers se sont-ils évadés cette nuit-là? Merci beaucoup, madame. En ce moment précis, il est difficile à répondre à cette question parce que nous attendons que les autorités, le ministre de la Justice et celui de l'Intérieur puissent nous répondre à la question comment cela s'est organisé, cette évasion. Mais moi, je dis ceci, que dans ces cas ici précis, on ne peut s'évader ou un prisonnier ne peut s'évader que soit par la défaillance du système sécuritaire des prisonniers, soit par la complicité de ce système sécuritaire avec les prisonniers. Mais dans les cas précis, comme les enquêtes sont en cours, on ne peut pas activement essayer de conclure ou émettre un avis là-dessus. Maître Célestin Ngoma, nous savons chez nous comment ça se conclut, hein, ces enquêtes, ces commissions, on ne saura jamais la vérité. Mais moi, j'ai un avocat avec moi. Quand, par exemple, un prisonnier voit un portail ouvert et tout ça, est-ce que c'est illégal à un prisonnier de s'évader? C'est illégal. Quand vous lui laissez presque la porte ouverte, qu'est-ce qu'un prisonnier peut faire? C'est illégal, l'évasion n'est pas autorisée par la loi. C'est illégal. C'est illégal l'évasion. C'est illégal, l'évasion n'est pas autorisée par la loi. C'est illégal, mais le problème c'est la cause de l'évasion. C'est que ce n'est pas celui qui profite de l'occasion pour s'évader, mais il faut savoir pourquoi il y a eu cette évasion, qu'est-ce qui a provoqué cette évasion. C'est ce qui est plus important. Comment seront-ils punis aujourd'hui, maître? S'évader là, quelle est la sanction prévue par la loi? Le vrai problème, c'est celui-là même.
C'est que aujourd'hui on nous dit que, ou la police, selon les communiqués que j'ai lu dans les différentes chaînes de télévision, que j'ai lu même chez vous, dans votre adresse email, j'ai vu que vous avez relayé les messages de la police, ça c'est très bien. Ben, mais nous devons faire extrêmement attention parce que nous risquons d'envoyer les innocents en prison. C'est que il faut que ça soit, il n'y a pas à les punir, c'est question de les remettre en prison. Il n'y a pas une punition pour, on va doubler la prison pour les évader. Je ne crois pas que ça puisse être ça la sanction. Mais les prisonniers à sa place, c'est la prison. Mais lorsqu'il s'est trouvé à l'extérieur, le problème n'est pas celui, le problème c'est de savoir comment il s'est évadé. Et là, les explications reviennent au ministère de la Justice, au ministère de l'Intérieur et au système sécuritaire que nous avons. Nous devons comprendre, mais je crois que c'est l'occasion qui nous fait le larron de pouvoir comprendre la défaillance qu'il y a dans notre système et de pouvoir améliorer la chose, déjà, et procéder à des réformes. Parce que finalement, une prison qui a été construite pendant l'époque coloniale pour 1500 personnes, mais qui en est aujourd'hui à 7000 et quelques. 8000 presque maintenant. 8000 presque, il faut se poser la question, est-ce que toutes les conditions sont réunies? Est-ce que la sécurité qui est commise à la porte de cette prison est capable d'assurer la sécurité de ceux qui sont dedans et de leurs visiteurs, surtout de ceux qui sont dedans au jour le jour? C'est là le vrai problème. Je crois que l'acte qui venait de se passer, qui n'est pas républicain, et à regretter parce que finalement nous ne savons pas qui est notre voisin maintenant. Ça peut être un criminel, mais comment le dénoncer si nous ne savons pas justement... Mais c'est ça le problème. Nous avons suivi le communiqué, comme vous l'avez dit, tout est manuel. Aujourd'hui, on ne sait même pas le visage de ces gens-là. Est-ce qu'aujourd'hui, à la prison de Makala, on ne peut pas informatiser, avoir les photos de ces prisonniers? C'est quand même incroyable en plein 21e siècle, où les réseaux sociaux sont là aujourd'hui. Vous avez suivi les propos du ministre Tambo Mwamba. Il a dit qu'il ne voulait pas affoler la population. Il nous a parlé des 50 évadés. Et pourtant, les réseaux sociaux, comme vous le savez aujourd'hui, c'est à la seconde près qu'on avait déjà les chiffres. Alors, comment savoir? Est-ce qu'on ne tombera pas? Vous êtes avocat dans la délation, vous l'avez dit aujourd'hui. Qui condamner? Quoi dire à la police aujourd'hui? Parce qu'on ne sait pas qui est qui, comme vous l'avez si bien dit, maître Célestin. C'est là le vrai souci. C'est là le vrai souci. C'est que nous risquons maintenant de tomber dans d'autres choses que ce que vous venez d'évoquer tout à l'heure. C'est que nous pouvons remettre ou envoyer des innocents inutilement en prison parce que nous voulons répondre à un appel, parce que nous voulons répondre à un besoin ou quelqu'un menace notre liberté, notre paix. Nous trouvons qu'il est dangereux. On l'accuse comme étant un évadé. C'est là le problème. Et c'est ce qui accuse la défaillance. Moi, je ne veux pas surtout parler de la complicité. Qui est responsable? C'est ça maintenant le problème en République démocratique du Congo. Les responsabilités. Qui est responsable dans cette histoire? Je l'ai dit tantôt, madame, c'est que... Les têtes vont tomber, comme l'a dit le ministre de la Justice. Oui, il faut que le ministre de la Justice, parce que même devant les élus, il n'a pas été aussi limpidement clair. Il faudra que le ministre nous dise ce qui a été, qu'est-ce qui est à la base, parce que on peut supposer en ces moments que c'est Bundu Dia Congo, les Bundu Dia Mayala avec leur leader qui était dans cette même prison. Ces gens-là sont tellement hyper armés qu'on leur donne des forces incroyables. Sont-ils armés? Comment? Je ne sais pas, avec les réseaux sociaux, on ne sait plus très bien. On a vu les photos de Némoa Nansemi en pleine journée, pris sur une moto et s'en aller. Qui a pris la photo de Némoa Nansemi? C'est peut-être incroyable. La notion de la complicité, c'est peut-être ça la notion de la complicité. Mais je vous dis que lorsqu'on a ouvert les enquêtes, il est difficile pour des gens aussi prudents de mettre un avis. Nous risquons peut-être d'influencer la chose. Il faut attendre que les enquêtes soient menées à bonne et due forme et que nous ayons l'avis par rapport au résultat final. C'est tout ce qui est important, c'est prudent. Mais nous regrettons parce que finalement, nous n'avons pas été, nous, la République démocratique du Congo, nous n'avons pas été prudents de pouvoir construire d'autres prisons et de pouvoir améliorer notre système pénitentiaire. L'administration pénitentiaire elle-même, elle a des problèmes. Oui, donc il faut en ce moment que l'occasion nous permette de faire un topo, un état de lieu, voir des défaillances, des faiblesses qu'il y a, améliorer les systèmes. Parce que on ne peut pas voir, lorsque l'on va à la prison de Makala rendre visite à des prisonniers. D'ailleurs, les visites sont suspendues, hein, selon le ministre. En ce moment, c'est suspendu, mais c'est parce qu'il y a un problème. Mais lorsque nous y allons, il suffit de donner 2000, 3000 francs.
Le gardien vous laisse partir, il vous appelle même chef. C'est ça le vrai problème. Mais vous voyez par exemple que dans des pays comme la Mexique, où on laisse, où il y a des prisonniers qui sont des milliardaires, des gens qui sont dans la drogue, qui sont... comment on ferait? Comment on ferait? Parce qu'eux viendront avec beaucoup d'argent, ils feront sortir les personnes le même jour. Mais ce que je regrette, c'est justement que des élus soient suités dans tout ça, dans cette invention, ou des élus soient à la base de cette invention, même si c'est encore une présomption. Comment est-ce qu'un élu du peuple peut provoquer tout cela? Monsieur Némoine Dansemi, moi, il me déçoit terriblement. Si c'est lui qui est à la base, en ce moment, je préfère encore rester dans le bénéfice des doutes. Mais si c'est lui qui soit à la base, mais je me dis, mais comment il a été élu? La toute dernière question, je sais que vous et nous sommes dans les réseaux sociaux. Nous avons suivi une réponse du ministre de la Justice qui a choqué des millions des Congolais. Il a traité tous ceux qui ne comprenaient pas, vous donner des chiffres des idiots. Est-ce que le mot n'est-il pas un peu trop fort? Comment comprendre ce mot-là, idiot? Madame, je suis du parti Lumumbi signifié. Je suis de ces partis de gauche, je suis de ces partis qui a de la grande place pour la morale. Je ne veux pas choquer le public congolais, le peuple congolais lui-même avec ce genre de mots. Donc, je regrette que cela soit dit. Je n'ai pas suivi les ministres, mais peut-être je devais comprendre dans quel contexte ce mot a été prononcé. Il a utilisé. Mais quel que soit ce contexte, ce mot n'est pas à sa place. Il pourrait peut-être l'éviter pour dire autre chose. Parce qu'en ce moment, tout le monde veut que les ministres nous disent ce qui s'est passé réellement. Je ne veux pas responsabiliser les ministres, mais je veux que les ministres nous disent qui est... Mais c'est lui le responsable numéro 1, Maître Célestin Ngoma, c'est lui le ministre de la Justice de la prison de Makala. Pour qu'il soit responsable par rapport à la situation qui s'est passée, il faudrait que les enquêtes aient pris fin. Mais c'est pas seulement à Kinshasa, on s'est rendu compte, ça s'est passé aussi à Kassangoulou, maintenant c'est Kalemi, on se réveille le matin, on nous dit que c'est Mbandaka. C'est maintenant la psychose, c'est pas quelque chose de créé, le bon côté, je crois que c'est pour créer la psychose dans ce pays. La psychose, oui. Quel que soit le mobile, moi je voudrais que l'État congolais puisse profiter de ce temps pour pouvoir porter de grandes réformes dans ces secteurs-là et construire de vraies prisons. On ne peut pas, pour une prison qui a été conçue pour un petit nombre, aujourd'hui on continue pour la grande agglomération comme Kinshasa, on continue de les garder et incarcérer tout le monde là-bas jusqu'à 7000. Vous avez parlé des réformes, nous prenons le deuxième thème, c'est l'allocution du Premier ministre à la Chambre basse du Parlement. J'espère que vraiment la réforme des instances pénitentiaires est dans ses priorités. Nous allons suivre l'allocution de Bruno Tshibala à l'Assemblée nationale et évidemment la réaction de quelques politiques après son investiture. Les 4 missions du gouvernement se présentent comme suit. 1. Œuvrer pour l'organisation des élections crédibles, libres, transparentes et apaisées dans les délais convenus. 2. Arrêter la dégradation de la situation économique du pays. 3. Améliorer les conditions de vie de la population. 4. Restaurer la sécurité des personnes et de leurs biens sur l'ensemble du territoire national. Un sentiment de joie. Ma joie est grande d'ailleurs parce que vous voyez vous-même la fervence populaire qui est là. Ça répond que le peuple dit oui au choix de Joseph Kabila. Ce que veut le peuple, c'est ce que veut Dieu. Alors nous pouvons que nous incliner à ce choix que le chef a fait et que le peuple a applaudi. Ça prouve que Bruno Tshibala est un fruit d'une famille politique populaire. Nous attendons les élections, la population attend son social qui a toujours été tenu par la diaspora. Aujourd'hui, Bruno Tshibala doit nous inspirer la confiance, doit nous inspirer l'espoir. C'est pourquoi tout le monde est là. Les gens ne sont pas venus seulement pour soutenir Bruno Tshibala, mais beaucoup plus pour voir si Bruno Tshibala répond à leurs attentes. Nous sommes venus d'abord l'accompagner pour démontrer notre force de frappe sur terrain. Et aussi, cela approuve combien que
le PT soutient l'action du chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila. Donc, vous savez, son Excellence Joseph Kabila comme étant nationaliste, le camarade Steve Mikaï, c'est un nationaliste. Et nous donnons un sens à cette journée, d'abord pour montrer à une frange de l'opposition que le gouvernement de Bruno Tshibala, c'est un gouvernement qui est accepté par tout le monde. Il n'y a plus de place pour le troisième dialogue, il n'y a plus de place pour ceux qui choisissent toujours la politique de la terre brûlée. Et maintenant, le peuple, dans son ensemble, le Congrès national congolais y compris, a une seule ligne droite, a une seule direction. Ce sont les élections, c'est l'amélioration du social des Congolais. Venez nous soutenir, les Tshisekedi en miniature. Les Noé, que j'appelle les Noé, venons nous soutenir enfin que nous allons aux élections, qui est une alternative en douceur. Maître Célestin Ngoma, vous avez suivi les 4 missions pour le gouvernement Tshibala, l'organisation des élections, le côté social, la sécurité des biens, on en a parlé tout à l'heure. Vous donnez une chance à ce gouvernement de réussir ces 4 missions aujourd'hui, parce qu'avec Sami Badibanga, 3 mois à peine il est parti. Bruno Tshibala va tenir pour organiser ces élections, sécuriser les personnes et s'occuper du social des Congolais. Merci beaucoup, madame. Bruno Tshibala est le premier ministre de la République démocratique du Congo. Il est le chef du gouvernement. Il est responsable de toutes ces missions. Mais ce sont aussi des missions qui reviennent à tous les peuples congolais. Le peuple doit accompagner son premier ministre pour pouvoir réussir à ces missions-là. Parce que la mission, jusqu'à ce moment, la plus importante, parce que Bruno Tshibala est issu des accords de la Saint-Sylvestre. Vous savez, l'objectif principal de tous ces accords, c'est l'organisation des élections. Donc cette mission, comme il a commencé à la citer, je crois qu'il a une place majeure dans les chefs de tous les Congolais, parce que tous les Congolais veulent en ce moment ici entendre parler des élections. Je crois qu'on est en bonne position parce qu'il y a la CENI qui procède à l'enrôlement en ce moment ici, et pour pouvoir dans les jours prochains nous proposer un calendrier pour ces élections après avoir renouvelé les fichiers électoraux. Et le Premier ministre s'engage, il prend à bras le corps cette situation parce que c'est le gouvernement qui doit fournir les moyens. La CENI ne peut rien faire si le gouvernement ne fait rien. Dans d'autres cieux, c'est le gouvernement par son ministère de l'Intérieur qui organise les élections. Mais nous, voulant beaucoup démocratiser les choses, nous avons donné une certaine indépendance, mais aussi une dépendance parce que les moyens viennent du gouvernement. Le Premier ministre prend l'engagement. Déjà lui-même, il travaille sous crédit provisoire, on n'a pas de budget. Hein. Nous en aurons, nous devons en avoir parce qu'il est déjà là. Les séances budgétaires au Parlement, c'est vers le mois de septembre, si je ne me trompe pas. Hein. Il n'y a pas de problème, toutes les lois ont les mêmes caractères. Lorsqu'il n'y a pas une autre qui la remplace, c'est la précédente qui continue à... Ça, c'est vraiment des caractères coutumiers. Lorsqu'il n'y a pas une autre qui la remplace, celle qui est précédente continue à produire ses effets. Ce que nous continuons, même si la situation est déplorable, je ne peux pas en discuter avec vous, mais nous devons avoir un budget digne de notre pays. Mais les soucis majeurs ou principaux, il est celui d'organiser les élections et de continuer avec d'autres missions comme celle qui s'en tient au social des Congolais, parce que... Vous demandez à la population d'accompagner le Premier ministre, mais dans un pays démocratique, on le sait, il nous faut une opposition, non Célestin, Célestin Ngoma, il nous faut une opposition. Oui. L'opposition congolaise existe-t-elle pour vous, ou elle est là et elle joue pleinement son rôle de s'opposer et de proposer des pistes de solutions? Je vais alors expliquer ou qualifier l'opposition par rapport à la loi qui existe dans ces pays, ou bien je vais qualifier l'opposition par rapport au travail qui revient ou la mission qui revient à l'opposition. Les deux peut-être. Les deux, oui. Donc la loi existe, vous savez, la loi sur les partis politiques. Et vous connaissez aussi en ce moment que Badibanga est issu de l'opposition et au gouvernement. Il n'est plus opposant, selon la loi. Hein? Non, il est opposant.
non? Il est opposant. Quand il est déjà dans le gouvernement, il n'est plus opposant. Il n'est plus opposant parce qu'il a une mission à remplir. Ça, il a une mission, mais cette opposant. Mission est dévolue à l'opposant qui est au gouvernement. Mais quand il entre au gouvernement, il n'est plus. Il va s'opposer à qui maintenant? Il doit mettre en pratique sa politique. Est-ce que Chirac était l'opposant de François Mitterrand? La loi française n'est pas égale à la loi congolaise. Hein, elle est presque la même. Même. Nous sommes là dans une cohabitation forcée ou de fait. Parce que le premier ministre que nous avons, Badi Banga, n'est pas issu de la majorité du Parlement, mais il est issu d'une entente politique ou des accords politiques. Différemment de Chirac qui avait été issu d'une majorité au Parlement. Ça, c'est en France. Mais c'est le même cas qui existe. Nous sommes hors mandat. Nous avons eu un délai de 5 ans, mais nous avions eu des problèmes à nous-mêmes et que notre problème, c'est d'organiser les élections. Donc, comme un accord, c'est une convention. Les conventions ont force des lois. Même un accord politique sur ces plateaux, on a débattu avec des amis de l'UDPS. Ils avaient reconnu que ces accords avaient une valeur de loi. Donc, Sami Badi Banga est là. Non, s'il vous plaît, Bruno Tshibala est là parce que la loi l'a voulu ou un accord l'a voulu et il est là. Donc, il vient de l'opposition, mais il gère le gouvernement. Il ne gère pas le gouvernement pour s'opposer au président de la République, mais il gère le gouvernement pour répondre aux problèmes des Congolais. Quels sont ces problèmes des Congolais? Les Congolais veulent aller aux élections. Et c'est à lui de chercher les moyens pour donner à la CENI, qui est l'organe technique de pouvoir organiser ces élections. Le problème social, c'est au quotidien, c'est au jour le jour. C'est lui qui doit répondre. Nous avons un problème de devises, nous avons un problème de taux d'échange. C'est Sami Badiba, c'est Bruno Tshibala. Sami n'est pas encore parti. Non, ils sont les mêmes, ils sont de l'UDPS. Ils sont de l'UDPS, comprenez-moi, c'est toujours l'UDPS. Donc avec Sami, c'est l'UDPS et Bruno Tshibala, c'est l'UDPS. Donc c'est l'opposition qui est là. Je crois qu'avec de nouvelles énergies qu'ils apportent après avoir observé les jeux politiques de 2007 à ce jour, est-il, comme l'a dit les Congolais qu'on a suivis, est-il vraiment le Tshisekedi en miniature, le Noé qui va sauver la RDC de la noyade ou de... Voilà. Tout dépend de la définition que nous allons donner à Tshisekedi. C'était qui Tshisekedi? C'était un opposant radical, c'était un opposant de solutions, c'était un opposant constructif, c'était un constructeur, c'était qui? Ça dépend. Lorsque nous allons répondre à toutes ces petites interrogations, nous pourrons les comparer, mais c'est plus son travail, son rendement qui va nous dire qui il est. S'il est Tshisekedi en miniature, mais nous n'avons pas besoin de continuer à se mimer. Nous avons besoin juste de corriger et puis de faire mieux. Voilà, nous restons toujours dans le même chapitre. Congo, comme vous le savez, adore les à côté. Comme on le dit dans les termes journalistiques, notre rédaction a réfléchi à haute voix par rapport à la mobilisation qui a eu lieu au Palais du Peuple lors de cette investiture. Et évidemment, le soutien des chefs coutumiers à Bruno Tshibala. Kinshasa, la ville cosmopolite, a retenu son souffle ce mardi au Palais du Peuple. Le siège du Parlement abritait la cérémonie officielle d'investiture du gouvernement Bruno Tshibala. Un rendez-vous historique auquel aucun parti politique n'a voulu manquer. La mobilisation était totale, voire même générale. Membres de partis politiques, de l'opposition comme de la majorité, sans oublier ceux appartenant à la société civile, tous ont pris d'assaut l'esplanade du Palais du Peuple. À l'instar du parti travailliste de Steve Mbika Mabouloki, ATD de José Makila, PPRD, AFDC, y compris l'IDPS, pour ne citer que ceux-là. L'ambiance était celle de fête, agrémentée par des groupes folkloriques en compagnie de quelques chefs traditionnels. Ou encore d'autres orchestres pratiquant la musique moderne. Quant à l'accès dans la salle du congrès, il ressemblait à un parcours des combattants.
Rien n'a été facile, surtout pour le chevalier de la plume. Qu'à cela ne tienne, il faut noter un départ réussi pour le gouvernement Tshibala en termes de mobilisation autour de son investiture devant le représentant du peuple congolais. La mobilisation était grande. D'abord, ces militants et militantes de l'ARC partis chers à Guy Mikulu, venus lui apporter leur soutien. La jeunesse de l'Alliance pour le renouveau du Congo vient aussi apporter leur soutien total à leur président du parti, son Excellence Guy Mikulu Pombo, qui a été nommé ministre des Affaires coutumières. Au gouvernement Badibanga, Guy Mikulu était ministre de la formation professionnelle, métier et artisanat. Au gouvernement Tshibala, il est ministre des Affaires coutumières. Guy Mikulu a donc le soutien des chefs coutumiers qui l'ont investi à leur manière. Alors qu'il s'est rendu à la cérémonie d'investiture, Guy Mikulu a fait le pied accompagné des chefs coutumiers et ses sympathisants. Une longue distance de marche qui lui a permis de communier avec les siens. Guy Mikulu arrive à l'entrée de la salle des congrès du Palais du Peuple et trouve ses chefs traditionnels. Nous sommes ici, tous les chefs de la République démocratique du Congo, ceux qui sont en séjour ici à Kinshasa. Nous sommes venus soutenir notre ministre des Affaires coutumières, Excellence Mikulu Guy. Et nous remercions aussi les chefs de l'État pour l'autonomisation de notre ministère des Affaires coutumières. Vraiment, nous sommes heureux. Ensemble, nous allons faire des exploits dans notre pays. Ministère des Affaires coutumières est à la détaché. Ministre Yemoko a la signature. Il y a arrêté à biso chef coutumier. Et ça a la ministre des Affaires coutumières étiquette T. Tolingi Yemoko a la signature. Il y a arrêté. Il y a chef coutumier. Les affaires coutumières ont désormais un ministère autonome, une occasion pour résoudre de manière efficace tous les problèmes de ce secteur. Maître Célestin Ngoma, c'est vrai que vous aimez un peu comparer avec la France. Vous avez suivi l'investiture d'Emmanuel Macron, la sortie de gouvernement. La chose qu'on a remarqué, il n'y avait pas de drapeau des partis politiques en France, il n'y avait que le drapeau français et le drapeau de l'Union européenne. Arriverons-nous un jour, Maître Célestin Ngoma, à dépasser tous ces clivages et voir l'intérêt de la République démocratique du Congo? Madame, je crois en ça. Je crois que ce jour viendra. Mais ça viendra quand? Ça viendra lorsque nous aurons compris que nos drapeaux ne devaient pas nous distinguer par rapport à notre propre État qui nous réunit, mais que devaient nous distinguer par rapport aux propos, par rapport à la ligne idéologique que nous suivons. C'est d'ailleurs pour ça que dans notre parti, dans mon parti, nous sommes déjà au-delà de ces débats de clivage ou de couleurs des drapeaux. Au Palou, actuellement, nous parlons de la vraie solution pour les Congolais, de l'ordre de ce que nous devions mettre dans notre classe politique. Ce que les drapeaux ne devaient pas nous distinguer, mais peut-être c'est la ligne idéologique qui devait être à la base de notre distinction. Ce que nous avons des drapeaux différents, bien sûr, mais est-ce que nous avons des lignes idéologiques différentes? L'UDPS et le PPRD, à quoi sont-ils différents? C'est par rapport à la couleur de leur drapeau que celui de l'UDPS est en grande partie blanc et que celui du PPRD est jaune. Ou que le PPRD avec le parti le plus ancien de la République, mon parti, les Palou, à quoi sont-ils différents? Ils sont des sociodémocrates, ils sont lumumbistes, ou bien c'est leur couleur qui les distingue. C'est pourquoi nous, au Palou, nous disons, avec le patriarche Antoine Gizenga, dans sa légendaire sagesse, il a remarqué que
Tous ces partis ont été créés pour des raisons bien politiciennes. C'est pour que nous cherchions le pouvoir pour nous-mêmes. C'est pour que nous cherchions le pouvoir pour pouvoir accéder à un autre rang social. Mais le peuple lui-même demeure dans son statut, dans sa situation ancienne et que rien ne change au pays. Que nous devions nous réunir si nous voulons vraiment changer, nous voulons consolider, parce que c'est ça votre souci. Vous voulez que les drapeaux congolais puissent bien flotter par rapport à celui du parti, mais il faudra que nous nous retrouvions dans des blocs ou que nous bipolarisions notre classe politique. C'est ça le problème, c'est ça ce qui nous manque jusque-là. Les partis sont dans les débats inutiles et ne savent pas. Nous pourrions aller aux élections après-demain, mais nous aurions des problèmes. Qu'est-ce qui nous cause ce problème? C'est la pléthore de ces partis politiques. Nous avons plus de 500 drapeaux. Nous avons plus de 500 partis politiques ici en République démocratique du Congo. Nous n'avons pas un bulletin de vote, nous avons un carnet de vote avec 1000 pages. Nous avons pour 3 députés dans une circonscription, nous avons 2000 candidats. Combien de contestataires? Combien d'élus? C'est le vrai problème. Nous avons, au lieu de dépenser $10 pour 3 bulletins, nous dépensons $3000. Mais tout ça, c'est la faute au ministère de l'Intérieur. Ce n'est pas la faute au ministère, c'est la liberté que nous avons cherché, même aux États-Unis. Mais on peut réguler. On peut réguler ça. On peut réguler, mais ça doit être une option politique. Ça doit être une option politique. Il faut que ce soit une volonté, un volontarisme politique qui s'exprime, qui veut que nous allions dans ce sens-là. Et en ce moment, la politique sera bien une vertu. Mais jusque-là, si la politique est juste une occasion de chercher les moyens pour accéder à un autre rang social, nous n'allons pas très difficile. Les chefs coutumiers, vous êtes avocat, j'ai un avocat avec moi. Quel est le rôle, la place de la coutume dans la loi congolaise? Est-ce que les chefs coutumiers jouent encore leur rôle? Parce qu'il y a un ministre des Affaires coutumières, on se pose la question, il va faire quoi? Quelles sont ses prérogatives et tout ça? Parce qu'on ne comprend pas très bien quel est son rôle dans ce gouvernement. Les chefs coutumiers continuent à jouer le rôle parce que les terres que nous avons leur appartiennent. Nous sommes là qu'à vendre les terres, parce que c'est ce qu'on voit aujourd'hui, hein, Maître Célestin. C'est nous qui avons réduit le rôle des chefs coutumiers, ce n'est pas eux. Ils appartiennent à un État moderne qui appartient à tout le monde, qui appartient à tous les citoyens. Nous devons dire aux chefs coutumiers ce qu'ils doivent faire. C'est la loi. Malheureusement, jusque-là, nous-mêmes, nous continuons à maintenir les chefs coutumiers, à transformer, même à les négliger. Lorsqu'un chef coutumier est utilisé pour des fins politiciennes, il n'est plus un chef coutumier, c'est très dangereux. Pourtant, c'est un chef de terre, c'est un chef d'une tradition. Et la tradition a une grande importance pour la nation elle-même. Avoir beaucoup de coutumes en République démocratique du Congo, c'est une richesse, madame. C'est à nous de pouvoir... Aujourd'hui, ça a l'impression d'être une faiblesse parce que quand on voit ce qui se passe, par exemple, au Kasaï, tout est parti par rapport à un chef coutumier et tout ça. Donc, l'utilisation de ces chefs coutumiers, là, on ne comprend pas. N'a pas encore régulé cette situation. Je crois que le jour viendra, tout sera OK avec les chefs coutumiers. Ils auront leur rôle. Ils comprendront que nous sommes maintenant dans un État et que dans un État qu'ils pourront participer avec leurs coutumes pour l'avancement de cet État. Vous placez tout au futur, Maître Célestin Ngoma. Et cette génération vivra-t-elle vraiment la paix? Parce que vous dites, ça viendra, ça viendra, ça viendra. Non, mon futur est proche. Je ne veux pas mourir pour que ma fille continue mon combat. Je veux que ma fille puisse continuer le combat de sa génération, qui est celle des choses bien améliorées avec ses cousines qui sont vos filles. Je ne veux pas, moi, qu'elle soit là en train de traiter les chefs coutumiers comme on est en train de les traiter maintenant. Mais je crois que lorsque ce pouvoir va revenir complètement dans des provinces ou à des provinces que nous avons, nous aurions compris qu'est-ce qu'un chef coutumier doit faire, et la Constitution est claire en la matière. Je ne viendrai pas ici vous faire cette leçon de cette Constitution. Voilà, nous prenons notre angle, mesdames et messieurs. C'est l'audience que la CENI a accordée aux élus du Bas où elle est et le rapport de la mission de l'Organisation internationale de la francophonie ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Nous avons effectivement pris l'initiative de solliciter un entretien avec le président Nanga de la CENI pour échanger après 15 jours que l'opération d'enrôlement a commencé dans la province, enfin, dans la ville de Bouta essentiellement,
qu'elle, au fur et à mesure, commence dans les autres centres pour faire le point sur le déroulement de cette opération. La question centrale a été celle du déclenchement de l'épidémie d'Ebola, que vous connaissez tous, qui n'est plus un problème local, qui est un problème national. Cela pose un certain nombre de problèmes de mise en quarantaine de la population, de grandes difficultés de circulation des populations, qui forcément aura un impact sur le déroulement de l'opération, l'enrôlement de la population. Donc on a évoqué toutes ces questions avec le président de la CENI, qui en est conscient et qui a promis là aussi d'étudier et de trouver des solutions adéquates. Enfin, il y a les questions sécuritaires. Nous avons un afflux de réfugiés venus à la fois de la Centrafrique et aussi du Sud-Soudan, qui pose beaucoup de problèmes au niveau de l'enrôlement de la population. Donc il était nécessaire que sur toutes ces questions, nous ayons un échange franc avec le président et nous sommes tout à fait satisfaits de la réaction qu'il a eue. Nous sommes rendus compte d'une prise de conscience réelle, mais il est important aussi que pour un certain nombre de ces questions, le gouvernement s'applique. Il y a des questions qui dépassent la compétence de la seule CENI. Après plus d'une semaine sur le sol congolais, la mission d'évaluation et d'assistance technique de l'OIF vient de livrer ses conclusions préliminaires. Dans un communiqué signé ce 15 mai, cette délégation de la francophonie a rappelé la nécessité de la tenue des élections en RDC au regard du glissement dont bénéficient les institutions en place. Pour l'Organisation internationale de la francophonie, l'appréciation du temps nécessaire quant à la tenue des élections relève conjointement du SINSA, du gouvernement et de la CENI. L'Organisation internationale de la francophonie invite pour ce faire la centrale électorale à soumettre une proposition des scénarios et des calendriers à toutes les parties prenantes pour leur permettre de parachever un chronogramme, je cite, consensuel, objectif et réaliste. Cette mission de l'OIF relève cependant que beaucoup de retards quant à l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre sont observés et ceux-ci doivent être comblés dans un meilleur délai afin, dit-elle, de permettre à la centrale électorale de relever les défis posés par elle aujourd'hui. Il s'agit notamment au niveau du Parlement de la loi portant modification de la loi faisant office du code électoral, la loi des finances, mais aussi la loi organique consacrant le SINSA. Au regard des nombres des candidatures estimées à 64 000 dossiers pour l'ensemble des 3 scrutins prévus d'ici décembre 2017, l'OIF ne cache pas ses incertitudes de voir cet état de choses peser sur le calendrier électoral. Maître Célestin Ngoma et Élisée Diala dit 64 000 dossiers pour tous les scrutins réunis. Vraiment, est-ce qu'on a des chances, nous, en République du Congo, d'avoir vraiment les élections cette année? Ça paraît utopique aujourd'hui. Avoir les élections cette année n'apparaît pas utopique, comme vous le dites, il faut croire. Mais c'est à la CENI de nous dire quand est-ce que nous aurions cette élection. C'est lorsque la CENI aura fini son enrôlement. Et le calendrier, la publication du calendrier, on l'attend. On a dit il faut que ce calendrier soit consensuel, accepté par la CENI, par le SINSA, par le gouvernement. Tout le consensualisme veut juste qu'après que la CENI ait enrôlé, doit ou puisse réunir les acteurs politiques ou la classe politique elle-même et finalement tirer un consensus là-dessus. Mais si, par exemple, prenons ce qui s'est passé il y a quelques années, si l'opposition dit non, par exemple, à ces calendriers, c'est la case départ. On reprend tout à zéro, comme on l'a fait il y a quelques mois. Dire non serait plus simple que justifier son non. C'est tout ce qui va peut-être intéresser les Congolais. Dire non, oui, c'est facile, mais l'opposition dira non ou bien la majorité dira non. Pourquoi? Il faut dire non avec une bonne raison, parce que finalement, on peut se souvenir que pendant Malou Malou, si nous n'avons pas les élections aujourd'hui, nous, les peuples congolais, nous qui ne sommes pas politiques, nous qui ne sommes pas acteurs politiques, nous pouvons accuser les uns et les autres, nous pouvons leur dire que ce sont eux qui ont rejeté les 2 calendriers proposés par la CENI de l'abbé Malou Malou, parce que finalement, c'est un calendrier rejeté par l'opposition et la majorité à l'époque. Donc, aujourd'hui, le besoin, il est pressant. C'est d'aller aux élections. Ce n'est pas encore de voir les problèmes. Les problèmes, éviter les contentieux ou
tout ce que nous pouvions évoquer à ce moment ici, les Palou a bien donné la solution. La solution d'aller aux élections dans les différents blocs va nous éviter tous ces problèmes. Sinon, ça sera encore pire qu'en 2011, parce que finalement, de 2011 à ce jour, il y a plus de 100 partis politiques qui sont nés. Et tous ces partis ne vont pas venir nous donner la paix. Ils vont nous amener des revendications. Avec le système électoral que nous avons, qui est déjà, que l'on décrit, où il y a des partis politiques mosaïques qui peuvent naître au lendemain de l'élection et se dissoudre un jour après l'élection. Ces problèmes-là, il faut les comprendre, il faut éviter ces tripatouillages. À ce jour, déjà, il faut prévenir la question. Et les Palou préviennent bien cette question, que lorsque nous allons avec des grands blocs, avec une bipolarisation bien dessinée sur des bases idéologiques, cela va nous éviter des problèmes. À Kinshasa, où tout le monde veut être chef, où tout le monde veut être trésor, ça sera un peu difficile de mettre chacun... C'est parce que jusque-là, nous continuons à nous amuser avec la population. Les jours qu'elle comprendra notre jeu, nous, politiques, cette population ne va plus nous supporter. Elle risquera de faire une table rase dans la classe politique et créer... Nous avons suivi, en tout cas, ceux qui étaient venus, les élus du Bazouélé, parler de leurs problèmes. Par exemple, les réfugiés qui proviennent de la République centrafricaine, qui proviennent du Sud-Soudan. C'est là... pose des problèmes pour l'enrôlement. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas qui est qui, comme Congolais, surtout dans ces régions-là, à l'est de la République aujourd'hui. Est-ce que la CENI a vraiment les moyens pour savoir qui est Congolais et qui ne l'est pas? C'est un grand problème aujourd'hui en RDC. Le problème est simultané. Le problème, il prend beaucoup de secteurs à la fois. Il prend, la CENI, il prend, le ministère de l'Intérieur, il prend tout à la fois. Parce que nos frontières n'ont pas cessé d'être poreuses jusque-là. Nous devons continuer à les sécuriser, nous devons continuer à les protéger et continuer à dénoncer. Ce n'est pas le problème de la CENI, comme vous l'avez si bien dit. Ce n'est pas la CENI. La CENI a placé sur base d'un critérium. La CENI enrôle les gens. Vous devez vous amener, si vous n'avez pas une carte, l'ancienne carte d'électeur, amenez-vous avec 3, 4, 5 témoins. Un étranger peut soudoyer quelques témoins, les amener. Ce n'est pas le problème de la CENI, c'est le problème du ministère de l'Intérieur. Donc, c'est ça d'ailleurs, madame, qui nous distingue de tous les autres pays. Lorsque nous parlons de la République démocratique du Congo, nous devons prendre tous ces problèmes en compte pour pouvoir les changer. Mais c'est la question, vous êtes une intelligence de mon pays, pourquoi les habitants de ces pays voisins ont envie d'être congolais? C'est la question qu'on les pose, parce qu'on nous dit que nous sommes pauvres, nous ne sommes pas organisés, nous n'avons rien. Mais pourquoi les Sud-Soudanais, les Rwandais, les autres ont envie d'être congolais? On se pose la question. Et non plus, ils ne sont pas riches, madame, par rapport à vous, mais vous êtes potentiellement riche. Vous êtes un pays qui fait vivre, même dans l'espoir. Vous êtes le pays de Lumumba. Nous sommes le pays de Gizenga. Nous sommes le pays de Kabila, de Moulele et tous les autres grands messieurs de ces pays. Même si aujourd'hui nous n'avons rien, moi je crois avec espoir que demain nous serons grands. Et tous nos voisins le savent. Être congolais est mieux qu'être un voisin de la République démocratique du Congo. Donc vous voyez déjà la convoitise, elle est même au niveau de notre propre identité. Alors, nous devons comprendre que ça nous interpelle, nous Congolais, à pouvoir nous protéger. C'est d'ailleurs pour cette raison, ça sera évoqué prochainement, que nous devions continuer à protéger notre exclusivité de nationalité. Parce que vous n'êtes pas pour la double nationalité? Non, moi personnellement, ce n'est pas les Palous, moi personnellement. Pas personnellement. Pourquoi vous avez peur que les pays, les voisins surtout, et pourtant Martin Fayulu... Tant que nous serons obligés de la convoitise par rapport à nos voisins. Martin Fayulu avait soulevé une exception, dire, bon, accorder ça à un Congolais qui est français, qui est belge, qui est canadien, mais pas peut-être... Mais pour quel intérêt? Pour quel intérêt? La loi ne doit pas être discriminative. C'est ce que mon aîné Martin Fayulu n'a pas dit. Pour une loi a des caractères. Les caractères impersonnels, général et tout ça. Il devait les comprendre. Lorsque nous allons ouvrir cette brèche, accorder la nationalité ou la double nationalité à un Belge, à un Français, tout ça, pourquoi nous allons priver aux Africains? Par contre, ils sont proches de nous. Ils sont proches de nous, ce sont nos frères. Nous sommes issus, peut-être, nous avons les mêmes origines. C'est discriminatif. Moi, je ne vais pas accorder, je ne vais pas accepter ce genre de choses. Personnellement, nous devions continuer à maintenir jusqu'à ce que nous soyons un pays qui assume, qui sache bien sécuriser les Congolais
et finalement que dans la tout-région, qu'il ait la paix, finalement nous pourrions ouvrir, mais ce n'est pas dans nos générations, même pas de nos enfants. Il faut oublier les caractères exclusifs de la nationalité. Ça, personnellement, je me battrai. Corps et âme, il faudra les garder. Nous allons dans quelques-uns de nos ministères. Nous avons choisi 2 ministères pour cette Info 7, le ministère de l'Intérieur et le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire. Plus de détails dans ce énième condensé. C'est une nouvelle qui concerne d'abord les professeurs d'université et instituts supérieurs, comptés à plus de 700 qui ont reçu l'invitation de la MONUSCO pour un échange autour de la résolution 2348 du Conseil de sécurité de l'ONU et l'accord de la SENCO. Le ministre de l'ESU, de commun accord avec toutes les associations des professeurs, a décidé tout simplement de l'annulation de cette activité. Steve Mikai donne des raisons. Et là, on devait échanger avec les professeurs autour de la conférence convoquée par la MONUSCO pour 2019 mai. Alors, on s'est rendu compte que le gouvernement n'a pas été informé, étant donné que les professeurs, certains seront, n'est-ce pas, sûrement dans les auditoires pour enseigner. On est tombé d'accord pour que en fait, cette conférence ne puisse pas se tenir demain comme ça. Nous allons prendre contact avec la MONUSCO à propos pour qu'on puisse arriver à trouver un autre moment de commun accord avec le gouvernement pour permettre à ce que pareille conférence puisse avoir lieu sans pour autant mettre mal à l'aise des partenaires. Ainsi, conformément à son approche axée sur le dialogue permanent, Steve Mikai a tout de même rassuré ses professeurs que les autorités vont saisir la MONUSCO pour tirer au clair ses assises. C'est donc ici le moment d'évaluer la mise en œuvre de la décentralisation sous un angle particulier, celui des situations problèmes auxquelles sont butées nos assemblées provinciales et qui se sont souvent manifestées à travers des tiraillements entre camps ou factions opposées, souvent par simple incompréhension ou surtout par manque de transparence des uns vis-à-vis des autres. Les élus directs du peuple, représentés ici par leur bureau, sont en réalité des acteurs avisés pour nous faire le point de fonctionnement de leurs provinces respectives en indiquant justement les différents boulots des cantons. C'est la raison fondamentale de cette session d'échange, qui n'est pas seulement d'évaluer les organes délibérants de nos provinces, mais de faire, à tout le moins, aussi l'évaluation de la province en général. De ce fait, en ce qui concerne les assemblées provinciales, il s'agira, on peut s'en douter, de procéder à l'évaluation générale du fonctionnement de l'assemblée délibérante, de manière à dégager les réalisations accomplies, à identifier les défis et les faiblesses rencontrées, ainsi qu'à explorer les voies et moyens pour améliorer leurs prestations. Maître Célestin Gouma, pour vous, est-ce que les assemblées provinciales actuelles jouent-elles vraiment un rôle sécurisant ou qui apaise? Parce qu'avec toutes ces motions de défiance qui pleuvent, est-ce que prochainement on ne doit pas dissoudre ces assemblées provinciales et que les gouverneurs soient élus au suffrage universel direct? Je suis d'accord avec vous, madame. Ça encore, c'est pas les palous, c'est pas les cordons du palou qui parlent, c'est Maître Célestin Gouma en tant que citoyen. J'ai toujours voulu que ce soit les populations des différents coins, des différentes provinces qui élisent les gouverneurs. S'il y a des réformes que nous pourrions apporter dans notre constitution, c'est que les gouverneurs soient réellement élus par la grande population. Parce que nous avions vu les élections au deuxième tour ou au deuxième degré des élus
des élus du peuple au niveau provincial qui élisent les gouverneurs. Nous savons comment ça s'est passé, comment on l'a décrié. Cela ne s'était pas bien passé parce que finalement on a dit on n'a pas respecté la volonté de la population. J'ai toujours regretté ça. Mais les députés provinciaux eux-mêmes, c'était une première expérience. C'est de leur expérience, donc de 2007, quand il y a eu l'élection, à ce jour que nous devions voir les failles. Nous avions eu suffisamment de failles. Mais oui, nous avions vu suffisamment de failles. Et c'est à nous de pouvoir apporter maintenant des changements, voir si ces assemblées ont été efficaces. Mais le problème, c'est au niveau des candidats, qui sont les députés provinciaux. Beaucoup sont venus d'où? Moi, je ne serai pas ici en train de minimiser les rôles des uns ou des autres, ou bien leurs origines. Mais c'est des gens qui ont presque laissé la grande responsabilité au niveau national, eux, attendez que le gouvernement national dise ceci, quand bien même ils avaient été indépendants, parce que avec le changement de la constitution, on est parti d'un autre régime à un autre niveau des assemblées provinciales. Parce que bien avant le premier amendement de la constitution, personne n'avait le droit de dissoudre ces assemblées. Personne, même pas les chefs de l'État. Ce sont les assemblées qui pouvaient bien dissoudre le gouverneur et démettre le gouverneur. Mais c'était presque un régime parlementaire dans un pays qui a presque au niveau national un régime semi-parlementaire ou semi-présidentiel. C'est là le vrai problème. Et finalement, ils ont tâtonné et nous voyons comment ils continuent à évoluer. Et même au-delà de leur mandat légal, ils continuent à nous rabaisser. Et c'est maintenant à nous, les peuples congolais, de pouvoir comprendre qu'un jour, quand l'opportunité nous sera donnée, comment nous aurions ces assemblées, de qui serions formés de ces assemblées. Ça ne devrait pas être tout le monde comme nous l'avions vu. Nous avons vu aussi la réaction du ministre de l'Essu qui a refusé ou qui n'a pas autorisé la tenue d'un atelier avec la MONUSCO par rapport à l'article 2248, si je ne me trompe pas. Est-ce que ce n'est pas aussi une restriction de la liberté aujourd'hui en République démocratique du Congo? Comment un ministre de l'Essu peut interdire la tenue d'un atelier sur un sujet connu et mondialement connu? Cette résolution a été prise aux Nations Unies, c'est connu et c'est reconnu dans le monde entier. Le ministre a bel et bien avancé des raisons que je n'ai pas compris malheureusement. Il a avancé des raisons. Je crois que si on peut restreindre une liberté pour une bonne raison, il faut soutenir. Mais je ne soutiens pas ici, je justifie simplement que le ministre a avancé des raisons qui font qu'il puisse un peu interdire cet exercice. Pour vous avez l'impression que ça allait chauffer un peu les esprits, cette résolution? Si les professeurs des intelligences en parlaient, ça allait chauffer les esprits? Parler de cette résolution 2248? Selon les ministres. Et c'est maintenant aux professeurs de continuer à réclamer auprès des ministres, de faire comprendre aux ministres qu'il est important que cette assemblée ou que cet exercice soit bien appliqué. Sinon, on évoluerait dans une anarchie, que nous serons en face d'un autre monde avec une autre réalité, alors que nous resterons aussi en retard. Ok, nous prenons maintenant les partis politiques. Nous allons vers l'UDA originel et vers le MPR. Le MPR a totalisé 50 ans, si je ne me trompe pas, 67-2017, 50 ans. Voilà, ils vont célébrer en tout cas le 50e anniversaire de leur parti et l'installation du comité fédéral de l'UDA originel. L'installation du comité fédéral de l'UDA originel Ngaliema se veut tout un symbole. C'est en Ngaliema que les fondateurs de ce parti, André Guillaume Loubaya, fut assassiné en 1968. 49 ans après, l'UDA originel se redynamise et installe son comité fédéral ici. Une fédération qui se veut de la Renaissance. Ngaliema, nous sommes une fédération de martyrs, une fédération de la Renaissance. Une fédération d'espoir. Ce n'est pas un hasard, c'est la profondeur qui appelle la profondeur. Alors que tous les membres du comité étaient présentés à la base, le président national de l'UDA originel a indiqué la mission leur confiée, sensibiliser la base sur l'enrôlement. Pour sensibiliser pour
aller massivement. Comme ça, lobby pour l'élection, parti Nabiso, parti Nabino, et comme ça, va député à Aliana. Claudel André Loubaya a également parlé de la crise que traverse la RDC. Il invite la population congolaise à résister au référendum dont les ballons d'essai, dit-il, est déjà lancé par la majorité. La majorité a commencé à lancer un ballon d'essai pour tester la réaction du peuple congolais en évoquant l'éventualité d'un référendum constitutionnel. N'hésitez pas à agir, parce que s'il y a un référendum dans ce pays, ça veut dire que lui, il aura 100 ans de pouvoir et le peuple congolais aura 100 ans de misère. L'UDA originelle n'entend pas s'arrêter là, elle compte ratisser large à travers tout le pays. Alain Dilunga Mobutu est le président du comité d'organisation du cinquantenaire du MPR. Le stade Tata Raphaël était le cadre choisi pour commémorer le 50 ans du mouvement populaire pour la révolution ce samedi 20 mai 2017. Voilà que l'autorité urbaine l'interdit à la grande satisfaction du comité. De même que j'avais annoncé dernièrement la commémoration de l'anniversaire de ce grand parti le 20 mai, je viens avec la plus grande des tristesses aujourd'hui tenir informé la population congolaise c'est avec beaucoup de peine que je le dis même, hein, c'est pour ça que comprenez mon émotion, comme le disait le maréchal. Nous ne pourrons pas commémorer tel que nous l'avions prévu, n'ayant pas eu les autorisations des autorités. Pourtant, a-t-il souligné, toutes les procédures et textes liés aux manifestations publiques en RDC ont été respectés. Le MPR est un parti qui respecte la loi, comme je viens de vous le dire. Nous n'avons pas eu les autorisations nécessaires pour pouvoir l'organiser tel que nous l'avions prévu avec FAST au stade Tata Raphaël. Nous avons même tenté de recourir à une deuxième solution, en pensant peut-être que c'était le lieu qui dérangeait, mais nous n'avons eu aucune réponse, nous n'avons pas eu l'accord de l'autorité, raison pour laquelle nous sommes obligés d'annuler pour ne pas braver les autorités et la force publique. Qu'à cela ne tienne, Alain Dilunga Mobutu ne va pas s'empêcher de souhaiter à tous un joyeux anniversaire. Il appartient à chacun dans un coin de le fêter. Je souhaite bon anniversaire au MPR, en tout cas moi-même, et qu'il reste fidèle. Plusieurs actions sont en projection dans un seul but de remettre le MPR sur la scène politique nationale. Maître Célestin Goma, donc la période interdisant les manifestations politiques se poursuivent bel et bien en République démocratique du Congo. On n'aura plus aucune manifestation politique en RDC ou à Kinshasa particulièrement. Oui, parce que nous en avons assez abusé, que l'autorité urbaine avait pris cette décision de pouvoir nous priver de ces droits-là. Mais il revient maintenant à l'autorité urbaine de pouvoir aussi... Regarder cas par cas peut-être. Cas par cas aussi, de pouvoir prendre ses responsabilités. Il ne faut pas voir que les failles du côté des partis politiques. Il faudra aussi voir l'organisation, la sécurité que l'autorité urbaine a prévue pour chaque manifestation. Dans ce cas-là, c'est un droit régalien, c'est un droit sacro-saint qui doit être donné à tous les partis politiques parce que dans pas longtemps, quand la CENI aura fini avec l'enrôlement, il y aura beaucoup d'organisations, des activités. On ne pourra pas interdire pendant la période. Surtout pendant la pré-campagne, comment ça va se passer? La campagne, la pré-campagne, voilà. Ça sera chaud quand même. Il ne va pas interdire les meetings, les marches et tout ça. En ce moment, l'autorité a encore raison au regard de beaucoup des 19 noirs que nous avions connus au pays.
le 19, le 20, noir de beaucoup de mois, l'autorité peut continuer, mais l'autorité devra prendre aussi la mesure de pouvoir mettre fin à ces interdictions, parce que finalement, il y a une période cruciale qui nous attend, qui voudrait que les partis politiques s'expriment ou que les politiques s'expriment à travers les manifestations politiques. 50 ans, impair, 50 ans, c'est vrai que l'impair aujourd'hui était un fait privé, mais quand même, on a vécu au moins pendant une trentaine d'années sous le impair parti-État. Est-ce qu'aujourd'hui, comparaison n'étant pas raison, mais j'aimerais bien savoir, est-ce que le PALU ne se comporte pas un tout petit peu comme un parti-État aussi aujourd'hui? Le PALU comme un parti-État, parce que le PALU a imposé quel régime dans ces pays. Vous n'êtes pas dans le gouvernement, vous n'imposez rien à vos militants. Nous sommes au gouvernement, nous avons un résultat au gouvernement. Pour nous comparer avec l'IMPER, c'est l'IMPER qui a chargé tout Congolais de la grande créance que le pays a connue. Moi, j'ai ouï dire que, excusez-moi, c'est vrai que nous sommes des journalistes un peu d'investigation, nous voudrions bien, j'ai quand même le coordonnateur de la jeunesse du PALU, mais on a dit qu'au Kwilu, le PALU ne veut pas entendre parler de notre parti là-bas, le Kwilu, en tout cas, met bâton dans les roues pour l'installation des autres partis. J'aimerais bien avoir votre réponse si c'est vrai ou c'est faux, parce que les gens se plaignent que non, au Kwilu, si c'est pas le PALU, il n'y a rien d'autre. Dites-nous un peu la vérité par rapport à ce sujet. C'est pour cela que j'ai parlé du PALU parti. Oui, mais madame, c'est par quel organisme que le PALU s'impose ou par quel mécanisme que le PALU s'impose. Il faut condamner une population ou une population de toute une province parce qu'elle a choisi un parti politique. C'est pas imposé aussi. Est-ce que vous avez demandé à cette population vraiment que leur choix en toute liberté, s'ils ont choisi le PALU, ou vous leur imposez pas, vous leur faites pas, il n'y a pas une épée de Damoclès sur la tête des habitants du Kwilu, les pauvres habitants du Kwilu? Madame, on doit respecter la volonté de la population. Ça, c'est très important. Le PALU ne gère pas la CENI. Population du Kwilu a choisi le PALU? Non, ce n'est pas bon de croire que tout habitant, tout originaire du Kwilu est du PALU. Maintenant, déjà, des petits partis ou des partis qui veulent s'introduire dans le Kwilu ne voient que le PALU partout. Même la personne qu'elle-même sollicite, ils savent déjà que la personne, même si je la sollicite, elle serait bel et bien du PALU. C'est là le vrai problème. On acquise le PALU. On acquise le PALU de quoi? Est-ce que c'est le PALU qui organise l'enrôlement? Est-ce que c'est le PALU qui est à la CENI? La CENI est censée être indépendante. Et la CENI est dirigée par Nanga. Nanga est du PALU, ou bien issu du PALU, parce que tout le monde n'est pas censé être d'un parti politique à la CENI. Donc c'est un faux problème. De quoi on nous acquise? Les gens veulent s'imposer. Ils veulent s'imposer, ils veulent se confirmer par l'enrôlement, par une activité de la CENI qui est censée être neutre et non par les élections. Si vous voulez remplacer les PALU au Kwilu, allez aux élections, de vraies élections. Et non acquiser les PALU. Vous ne faites pas peur à cette population? Si vous ne votez pas pour le parti d'Antoine Gizenga, vous allez mourir. Non, on entend tout. Moi, je suis journaliste. Qu'est-ce que nous avons? Je demande à cette population. Quel instrument que nous utilisons pour intimider cette population? De quoi? Est-ce que si la population elle-même ne veut pas que l'autre parti s'introduise dans ces coins du pays, à quoi nous allons la condamner, madame? Même les partis démocrates ont des fiefs. Ont des fiefs aux États-Unis. Donc le fief du PALU, c'est le Kwilu. Aussi le Kwilu, allais-je dire. Kinshasa, Léopoldville, donc les Bas-Congo, Kinshasa, tous les grands Bandundu, dans les Kasaï, la province orientale, tout le monde, même tous les Congolais, tout la RDC appartient d'abord au PALU. Mais nous aurons le temps de récupérer notre fief qui est la République démocratique du Congo. Nous allons terminer par une note triste. Comme vous le savez, Alpha Moukadi a été en tout cas emmené à sa dernière demeure ce dimanche. En tout cas, l'hommage a été à la hauteur de cette grande dame. Et personnellement, moi je n'ai pas pu assister parce que l'émotion a été trop forte. Je lui ai rendu hommage en diverses manières. Et comme je l'ai dit tous les jours, hashtag et mon nom vivant, je crois que j'ai manifesté assez mon amour à Alpha Moukadi quand elle était vivante. Et nous vous proposons ces images, mesdames et messieurs.
La tristesse a caractérisé les visages des plus d'un ici à la morgue de la clinique Ngaliema. Sur place, le directeur général de Congo Web Télévision, journalistes, amis, connaissances, membres de famille biologique, ainsi que le mari de la défunte. Après cette rencontre douloureuse, il était temps pour le premier recueillement. Personne ici présent n'a voulu manquer ce moment. Au sortir, tous étaient inconsolables. Ensuite, le ministre de l'Aménagement du Territoire, Félix Okabangenumbi, viendra déposer la première gerbe de fleurs. La dépouille sera acheminée de la morgue de la clinique Ngaliema en passant par le secrétariat général de la réforme de la police pour faire un escale aux installations de Congo Web Télévision où Alpha Moukadi, prestée comme journaliste et présentatrice de l'émission à caractère santé. Des pleurs, cris et émotions, voilà ce qui a caractérisé ce moment de tristesse. Après Congo Web Télévision, la dépouille mortelle va directement se diriger vers les lieux de l'exposition où frères, sœurs, collègues des services et amis l'ont accueilli avec beaucoup de douleur. Bien qu'émotionnés, ces journalistes n'ont pas manqué de mots. Alpha Moukadi, c'est une consoeur et une sœur pour nous, les journalistes de Congo Web. Elle nous a trouvés à Congo Web Télévision. Nous avons travaillé ensemble, on a évolué ensemble. On a formé une grande équipe, une grande famille rédactionnelle. Elle nous quitte aujourd'hui. C'est vraiment un vide qu'elle a laissé au sein de la rédaction de Congo Web. Surtout qu'elle s'occupait beaucoup plus des reportages liés à la santé. Vraiment, nous sommes endeuillés. Je crois que le jour où j'ai appris son décès, je crois que je suis le premier reporter qui est venu à Congo Web, qui a fait le reportage, qui a recueilli des témoignages. Et c'était émouvant de voir qu'on a gardé de si bons souvenirs, déjà la rédaction de Congo Web, mais également la rédaction de Télé 50. Je peux dire que c'était quand même une personne assez exceptionnelle, pas conflictuelle. Alpha s'était spécialisé dans le secteur de la santé. Et c'est quand même curieux, on a milité, on a lutté pour que la femme ne puisse plus mourir en donnant la vie. Et qui pouvait imaginer qu'un jour, Alpha, elle tient son bébé quelques jours et elle s'en va. Donc on peut manquer de mots, on peut tout manquer, mais c'est une grande perte, une grande disparition, une séparation inattendue. Alpha, au fur et à mesure, plus le temps passait, plus on se rapprochait. Elle devenait plus qu'une consoeur, elle était quasiment devenue comme une sœur. On a eu à renforcer notre façon de travailler, on se rapprochait ces dernières années, renforcer la manière de travailler, de collaborer. Elle va beaucoup manquer. Je retiens d'elle une infatigable travailleuse, une journaliste professionnelle et qui nous a beaucoup marqué lors de nos différents reportages, nos différentes rencontres. Elle m'a beaucoup marqué tant sur le plan social que professionnel. Alpha Moukadi Mikoto est partie en laissant derrière elle un mari, une fillette de quelques semaines seulement, mais surtout sa profession qu'elle aimait tant. Le corps de Alpha sera inhumé à la nécropole entre ciel et terre ce samedi 20 mai. Elle restera gravée dans des annales de Congo Web Télévision à jamais. Que son âme repose en paix.
Alpha, Alpha, Alpha. Merci Seigneur. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Te soient rendus Seigneur. L'honneur et la gloire te soient rendus. Alpha. J'ai déjà la bague Alpha avec moi. Puisque j'ai reçu mandat de la part du Seigneur, de le faire. Et donc en ce jour, mon frère Michel, depuis le Seigneur, depuis sa volonté, mandaté par lui, emprunté à la langue chéracée. Merci à toi, Alpha Moukadi. Je me rappelle encore lors de mes 45 ans, tu m'as rendu hommage en disant que j'ai participé tant soit peu dans ta carrière journalistique. Et je l'ai dit, c'est pas facile, surtout pour les femmes des médias, de reconnaître l'apport d'une femme dans son ascension. Est-ce que vous connaissez personnellement Alpha Moukadi, ou vous l'avez vue, ou vous avez entendu parler d'elle? Paix à son âme, la grande dame s'est emportée, elle est allée. Moi, personnellement, je ne l'ai pas vraiment connue. Je l'ai connue par vous. Ah, okay. J'ai vu comment vous, chaque jour, très tôt matin, vous nous réveillez avec des posts, avec des publications sur sa personne et les autres, vos confrères, à vous, les journalistes, qui ont vraiment beaucoup pleuré. Et j'ai pleuré ensemble avec vous en partageant cette tristesse avec vous. Nous l'avons connue, elle a été une compatriote, elle nous a quittés, elle a rendu des services énormes à la nation et qu'il faut que des générations futures puissent continuer à œuvrer pour que finalement des gens bien comme elle puissent être honorés et qu'ils aient de la place à République. Dommage, en donnant la vie, Alpha a perdu la sienne, vraiment c'est quelque chose que nous ne souhaiterons pas aux femmes congolaises, vraiment que la médecine essaye de se pencher, que le gouvernement, ça devient vraiment un problème de santé publique comme l'Ebola, hein, vraiment que le gouvernement essaie de se pencher sur cette situation. Il y a trop de morts, il y a trop de femmes qui perdent la vie en accouchant. En tout cas, que le ministre de la Santé essaie de s'y pencher un temps soit peu sur ce problème. C'est sur cette note triste que nous mettons fin à cette émission. Merci à Maître Célestin Ngoma d'être passé à la barre. Merci à toute l'équipe technique, à Guilou Koki, à Jacques Mpiana et à Rassis à la régie. Merci en tout cas à tous mes followers sur les réseaux sociaux. Merci pour votre fidélité à cette émission. Et merci en tout cas une fois de plus. Et bon début de semaine à tous les journalistes membres de la structure Presse pour le Progrès. Nous nous retrouverons avec le même plaisir, mesdames et messieurs, le dimanche prochain. Inch'Allah.